J'ai découvert récemment ce qui créait les addictions et comment on pouvait s'en débarrasser. Je vous partage dans cet épisode ce que j'ai appris. Aujourd'hui, de plus en plus de produits sont élaborés pour exploiter nos tendances à l'addiction et nous rendre accros. Des entreprises comme Facebook, Google ou la plupart des entreprises de l'agroalimentaire dépensent des fortunes pour créer des produits dont on ne puisse plus se passer. On a toujours plus de tentations, mais on n'est souvent pas armé pour y résister. On va voir ensemble, en s'appuyant sur l'excellent livre du Dr Gabor Maté, Les dépendances, ces fantômes insatiables, comment on développe une addiction. On va voir que derrière toutes les addictions, que ce soit le tabac, la coke, les paris en ligne ou les réseaux sociaux, le processus est toujours le même. Et c'est précisément ce processus que les entreprises exploitent pour nous rendre accros à leurs produits. Et une fois qu'on aura compris comment il fonctionne, on verra comment lui faire perdre son pouvoir sur nous. Une addiction, c'est quoi ? Une addiction, c'est un comportement auquel on ne peut pas résister et qu'on répète inlassablement, même si on sait qu'il peut nous faire du tort ou en faire aux autres. C'est à ça notamment qu'on la différencie d'une passion, qui elle est constructive pour vous et votre entourage. On peut être accro à peu près tout. Le joint, le sucre, la caféine, le sexe, les séries, les news, le shopping, la muscu, l'argent ou la reconnaissance des autres. C'est pas vraiment l'activité ou l'objet en soi qui caractérise une addiction, mais le rapport qu'on entretient avec elle. Certaines addictions sont socialement acceptées, voire même valorisées, mais ça reste des addictions. Si vous vous tuez au travail alors que vous payez déjà largement vos factures et que vos enfants ont besoin de vous à la maison, c'est une addiction. Si tous vos besoins sont satisfaits mais que vous enfreignez vos valeurs pour gagner un peu plus, c'est aussi le signe d'une addiction. Vous sacrifiez quelqu'un ou quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous au profit de quelque chose qui vous procure un plaisir ou un soulagement momentané. Gabor Maté nous explique que les dépendances trouvent leur origine dans la petite enfance, à 2 niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau psychologique. Pendant la petite enfance, on n'est pas armé émotionnellement et intellectuellement pour comprendre toutes les choses qui nous arrivent. On ne sait pas faire la différence entre le vrai, le faux, le bien et le mal. Quand on vit un événement douloureux, comme la mort d'un proche ou un abus, ou simplement une réflexion ou un comportement qui nous affecte et qu'on ne peut pas s'expliquer, on n'a pas encore les ressources pour y faire face. La seule solution à notre disposition est de refouler cette douleur dans notre inconscient. On appelle ces douleurs les traumatismes de l'enfance. Ce qui fait le traumatisme, c'est pas la gravité réelle d'un événement, mais l'interprétation qu'en fait l'enfant. Le refoulement automatique des émotions douloureuses est le premier mécanisme de défense d'un enfant en détresse. Il lui permet de survivre au traumatisme qui aurait autrement des conséquences catastrophiques. Le problème, c'est qu'en refoulant une émotion, elle ne disparaît pas. Elle reste irrésolue dans notre inconscient, cette partie de notre cerveau qui gère notre système nerveux et la plupart de nos comportements. Et une émotion refoulée va venir nous hanter aussi longtemps qu'on n'aura pas compris ou accepté la situation qui lui a donné naissance en premier lieu. Si ça vous arrive de péter un câble en voiture, de perdre vos moyens pendant une présentation ou de vous sentir particulièrement anxieux par moments sans vraiment savoir pourquoi vous réagissez comme ça, c'est simplement que ces émotions que vous n'aviez pas pu digérer dans le passé ont été stimulées et vous avez réagi irrationnellement. Une addiction est d'abord un moyen d'échapper à ces émotions négatives qui ressurgissent de manière régulière, parce que les événements douloureux du passé qui leur ont donné naissance n'ont pas été acceptés ni digérés. Elles jouent un rôle d'analgésique émotionnel. Mais ce que les études scientifiques récentes nous montrent, c'est que les addictions ne peuvent jamais être réduites à la simple dimension psychologique. Elles ont toutes également une dimension biologique. Autrement dit, les traumatismes ou les événements douloureux de notre enfance ne nous laissent pas seulement un souvenir amer de notre passé, mais ils interfèrent aussi avec le développement normal de notre cerveau. Le deuxième niveau de la dépendance, c'est celui de la neurobiologie du cerveau. Pendant des décennies, les scientifiques nous ont expliqué que la génétique était le seul facteur explicatif pour déterminer nos traits de caractère, nos comportements, nos habitudes alimentaires et les maladies qu'on développe. Mais ce qu'on est en train de découvrir ces dernières années, c'est que même si la génétique est importante, elle ne peut rien expliquer si on ne s'intéresse pas à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'expression de nos gènes en fonction de l'influence de notre environnement. De tous les mammifères, c'est nous les humains qui avons le cerveau le moins développé à la naissance. Les 3/4 de son développement s'effectuent pendant les premières années de sa vie, au cours desquelles plusieurs millions de connexions nerveuses sont établies chaque seconde. À l'âge de 3 ans, le cerveau a déjà atteint 90% de sa taille définitive. C'est grâce à cette explosion de croissance pendant ces premières années de notre vie que nos capacités d'apprentissage et d'adaptation au monde extérieur sont aussi développées, ce qui est formidable. Mais c'est malheureusement aussi ce qui rend notre cerveau aussi vulnérable au milieu dans lequel il évolue. Ces 3 premières années seront déterminantes dans la formation des réseaux neurobiologiques de notre cerveau qui seront plus tard responsables de tous nos comportements. Le potentiel génétique de notre cerveau ne peut s'exprimer pleinement que dans des circonstances favorables. Notre environnement doit remplir 3 conditions essentielles: une alimentation saine, la sécurité physique et la constance des liens affectifs. Dans les sociétés industrielles aujourd'hui, la plupart des enfants ont un toit et reçoivent une alimentation adéquate.
C'est la troisième condition, le soutien émotionnel, qui est la plus susceptible d'être perturbée. Des liens affectifs forts sont absolument essentiels pour le développement normal du cerveau. À cet âge-là, on peut dire sans exagérer que les connexions humaines créent les connexions neuronales. L'attachement entre l'enfant et le parent établit une relation interpersonnelle qui aide le cerveau immature de l'enfant à utiliser les fonctions adultes du cerveau du parent pour organiser ses propres processus. Les parents font à peu près toujours de leur mieux pour apporter un soutien émotionnel adéquat à leurs enfants. Mais tout le monde a son propre bagage émotionnel et ses difficultés, et peut difficilement s'assurer que tous les besoins de ses enfants soient satisfaits. Une relation inadéquate va perturber le développement des parties du cerveau qui sont responsables de notre stabilité émotionnelle et de notre bonheur. C'est les neurotransmetteurs appelés les endorphines et la dopamine qui sont responsables du fonctionnement de ces systèmes. Ces deux hormones agissent sur nos humeurs, nos émotions et notre motivation, et leur rôle est de nous faire adopter les comportements qui vont nous maintenir en vie. C'est la stimulation émotionnelle et les interactions sécurisantes avec les parents qui vont provoquer la croissance des terminaisons nerveuses qui libèrent et assimilent ces deux hormones, et qui par la suite serviront à l'enfant et à l'adulte qui deviendra d'assurer seul sa stabilité émotionnelle. Si par contre les parents n'apportent pas un milieu émotionnel raisonnablement stable à leur enfant, son cerveau doit s'adapter. L'enfant peut se replier sur lui-même, se fermer émotionnellement ou trouver d'autres moyens de compenser pour s'apaiser, comme sucer son pouce, manger à outrance ou chercher d'autres sources extérieures de réconfort. À cet âge-là, ces comportements sont d'une grande aide pour combler son manque. Mais plus tard dans la vie, son cerveau gardera ce déséquilibre et il sera obligé de trouver de nouveaux moyens pour compenser ce manque. C'est le deuxième rôle que jouent les addictions. Quand on va sur Instagram ou sur Facebook 15 fois par jour pour voir combien de personnes ont aimé notre photo, ce qu'on cherche c'est simplement le pic de dopamine que ça va nous procurer. Et comme vous l'avez compris, certains y sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et pour certains ce sera Instagram, pour d'autres ce sera la clope, le sucre ou les paris en ligne, suivant ce qui permettra le mieux de pallier à leur système de dopamine et d'endorphine. Et les manques affectifs n'ont pas besoin d'être des négligences sévères. Par exemple, la séparation d'un nouveau-né de sa mère s'il est laissé en couveuse ne serait-ce que quelques heures ou quelques jours pendant les premiers moments de sa vie, va largement freiner le développement des structures de son cerveau responsables de ses émotions. Et les effets seront comparables si le parent est présent mais qu'il est généralement stressé ou déprimé. Et en plus d'entraver le développement des circuits responsables de nos émotions, c'est ceux responsables de la prise de décision et du contrôle de soi qui sont aussi perturbés par une relation d'attachement déficiente. Plus tard dans la vie, devant la tentation, le cerveau aura tendance à complètement oublier les conséquences à long terme de ses actes, ce qui rendra les addictions d'autant plus dures à éliminer. Quand on comprend la complexité de notre cerveau, on comprend qu'il n'y a plus personne à blâmer. Que ce soit nous, nos parents ou notre entourage, on est tous conditionnés par notre passé et on fait tous de notre mieux pour évoluer avec les outils internes dont on dispose. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on est foutu. Maintenant qu'on a compris que les addictions sont les fruits d'un passé dont on n'a probablement aucun souvenir et qui détermine notre comportement de manière inconsciente, on va voir comment on peut s'en débarrasser dans le présent. Je vais pas vous donner une technique magique. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'aller à la racine du problème pour s'en débarrasser. Le cerveau est un organe bien plus résilient qu'on pourrait le croire. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, on pensait qu'arrivé à l'âge adulte, le cerveau avait perdu toute sa neuroplasticité, c'est-à-dire que sa structure n'était plus flexible et capable de changer comme elle l'était pendant l'enfance. Mais les découvertes scientifiques récentes nous montrent qu'il garde en fait un incroyable pouvoir de transformation et continue de se développer et de se remodeler à l'âge adulte, non seulement sous l'effet de facteurs passifs comme notre environnement, mais aussi sous l'effet de changements dans notre façon d'agir et de penser. L'activité mentale peut physiquement recabler les circuits défectueux du cerveau. On peut lui réapprendre à fonctionner correctement en adoptant de nouveaux comportements. Nos structures cérébrales déterminent nos comportements, mais nos comportements influencent aussi nos structures cérébrales en retour. L'activité mentale la plus importante pour développer les circuits permettant un équilibre émotionnel stable est ce qu'on appelle l'observation impartiale de soi, ou ce que les bouddhistes appellent la pleine conscience. La pleine conscience va permettre de rendre conscientes les forces inconscientes qui influencent nos états émotionnels et nos comportements. Elle consiste simplement à observer nos pensées et essayer d'identifier les émotions qu'on ressent. C'est notamment le rôle de la méditation. Vous vous arrêtez pendant 10 minutes en essayant de penser à rien. Et vous vous rendez vite compte que vous avez des schémas de pensée qui se répètent sans arrêt, automatiquement. Vous réalisez que votre cerveau passe son temps à interpréter le présent en fonction de votre passé, surtout quand vous êtes stressé et que vos émotions prennent le dessus. Un événement dans le présent pourra faire ressurgir des émotions programmées des dizaines d'années plus tôt. Ce qui vous semble être la réaction à une situation présente n'est en fait qu'une réédition d'une expérience émotionnelle passée. Vous ne réagissez pas à ce qui vous irrite maintenant, mais à une blessure enfouie dans votre inconscient depuis des années. Comme le dit Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, la notion de choix sous-entend celle de conscience. Sans elle, vous n'avez pas de choix. Être conscient,
C'est être capable d'être réaliste sur ces forces inconscientes qui motivent notre comportement et être capable de faire face aux émotions qui nous dérangent. La plupart du temps, quand on allume son joint ou sa télé, on ne réfléchit pas à l'émotion qu'on ressent sur le moment. Au contraire, on refuse de la regarder en face et d'en tirer des leçons. Toute addiction naît d'un refus inconscient de faire face à notre propre souffrance et à la vivre. On cherche à remplacer une émotion négative par une émotion positive. La pleine conscience permet de prendre petit à petit conscience de ce qui est resté inconscient jusqu'à aujourd'hui. En observant consciemment le fonctionnement de votre cerveau, vous arrivez petit à petit à interrompre vos schémas de pensée et à ne plus y réagir automatiquement. Vous vous libérez du passé pour créer les conditions de votre bonheur dans le présent et vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre destinée. Ça demande du travail et de la détermination, mais ça en vaut vraiment la peine. Comme l'a dit Bouddha, votre pire ennemi ne peut pas vous faire autant de mal que vos propres pensées lorsque vous n'avez pas appris à les maîtriser. Mais une fois que vous les avez maîtrisées, personne ne peut vous aider autant qu'elle. Un dernier élément que le docteur Gabor Maté a confié n'avoir découvert qu'après la rédaction de ce livre en 2009 est selon lui d'une aide extrêmement précieuse pour rompre avec nos modes automatiques de pensée et nos addictions. C'est ce qu'on appelle les psychédéliques. Le LSD, la psilocybine des champignons hallucinogènes, la mescaline et beaucoup d'autres. C'est le sujet qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. On va découvrir comment ces substances à la mauvaise réputation sont en train de révolutionner la médecine et potentiellement la société aussi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche à côté en dessous de la vidéo pour être notifié quand la vidéo sortira. À très bientôt.